Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation d'iPayzat. L'objectif d'aujourd'hui va être de parcourir les différentes fonctionnalités de l'outil pour que vous puissiez ensuite les présenter en toute confiance aux différentes personnes qui seront concernées. En termes de déroulé, je vais vous proposer que nous commencions brièvement par le module de vente, simplement parce que cela fait partie des éléments de collecte, des manières dont nous pouvons venir récupérer les pièces pour la partie vente, ce qui nous permettra ensuite d'explorer toute la partie achat, qui est un petit peu plus conséquente, avant de voir le traitement de ces pièces, leur rapprochement en banque, les rapports et les exports que nous rendons disponibles à partir de ces données, avant de passer vers le module Trésor, qui là fait un pas de côté par rapport à l'après-compta et permet de répondre à des enjeux beaucoup plus stratégiques en termes de prévisionnel de trésorerie et de décision au sein de l'entreprise. Du coup, le tableau de bord, ne vous y habituez pas trop, il sera amené à évoluer dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, il est branché à l'outil Précompta. Dans les prochaines semaines, vous verrez apparaître un tableau de bord qui rend compte des différents modules qui ont pu arriver par la suite. Au niveau du module de vente, qui bénéficiera lui aussi d'un tableau de bord dans les prochains temps, l'objectif ici est qu'il y ait le moins de paramétrage possible. Soit parce que nous nous basons sur des intégrations d'outils d'ores et déjà existants auprès de votre clientèle. S'ils sont habitués à utiliser l'un de ces outils un peu plus orientés CRM, nous n'allons pas empêcher ce fonctionnement de continuer. Nous allons simplement le simplifier pour que ces différents documents puissent être comptabilisés également du côté d'iPadzat. Pour ceux qui ne sont pas encore équipés ou qui ont pris la mauvaise habitude de passer sur Excel, là, on utilisera plutôt le module d'iPadzat. On peut importer une liste de clients, une liste d'articles et les paramétrages au niveau du profil de facturation sont d'ores et déjà pré-remplis lors de la création de la plateforme. Quelques petits points à vérifier au niveau de vos clients. La possibilité, bien sûr, de passer d'ores et déjà en format facturation électronique, FactureX, de personnaliser le dit document, logo, couleur. Nous avons quelques styles de mise en forme ici. Ce n'est pas entièrement personnalisable, mais ça permet néanmoins de s'y retrouver et surtout de retrouver l'identité de l'entreprise. Un point important ici, la numérotation de la facture. L'objectif, c'est qu'elle puisse avoir des valeurs dynamiques, justement pour qu'on puisse reprendre une nomenclature d'ores et déjà existante. Il est également possible d'utiliser un compteur indépendant pour suivre justement la comptabilité d'un client lorsqu'elle est prise en cours d'année. Si 57 factures ont déjà été éditées, la première sur iPadzat sera la 58e, toujours beaucoup plus confortable, et ça tombe bien, c'est une exigence en comptabilité française. Les autres éléments, personnalisation du pied de page, de l'email d'envoi, de l'email de relance, sont des choses très simples. Je vous inviterai à explorer ces parties-là en toute autonomie. Au niveau de l'émission de documents ici, on vient choisir les paramètres de facturation, puisque là, je vous ai présenté des paramètres généraux, mais on peut en avoir plusieurs selon les activités, les entités, les commerciaux. Ça dépend des besoins, bien entendu. Et on peut venir y éditer ici devis, facture, avoir, bon de commande ou utiliser un format personnalisé si le client en a le besoin. La manière dont cela se présente est toujours assez similaire. On voit la facture se construire sous nos yeux en ajoutant ici les différents articles, soit en s'appuyant sur le catalogue ici, soit en venant compléter manuellement. Le reste des champs, sur la droite, est principalement rempli en autonomie. Le client aura toujours la main pour les modifier et l'objectif, c'est qu'il ait le moins à retoucher. S'il se pose une question sur la date d'échéance qu'il souhaite toujours modifier, peut-être me veut-il l'orienter vers les paramètres de facturation pour que ce soit toujours à 45 jours, par exemple. Là, moi, je me suis mis sur 60 jours. Possibilité d'avoir 2 champs personnalisés également, s'il doit ajouter une référence extérieure, un numéro de projet, pas de souci de ce côté-là. On est sur des choses ici très classiques et surtout très simples de prise en main. Les 2 points qui peuvent varier par rapport à des outils un peu plus connus peut-être, ce serait ici au niveau de la validation du document. Lorsque nous confirmons l'envoi de la facture, il est donc possible de l'envoyer depuis un serveur iPadzat vers le client du client pour ici le, on peut se l'envoyer en copie, on peut venir personnaliser le corps du message si on connaît un petit peu mieux le client et que le mail type est un peu froid, mais surtout ajouter ici un lien d'encaissement. Cela permet, au lieu de copier l'IBAN qui est dans le pied de page, d'avoir un lien de paiement, non pas pour la carte bleue, mais pour un mandat de prélèvement SEPA unique, qui est beaucoup plus stable dans le temps et qui permet du coup d'avoir une facilité de paiement sans frais supplémentaires. Un vrai confort ici.
Le deuxième point, c'est la possibilité de programmer un envoi, soit différé, soit récurrent, soit même les 2. Si on s'est accordé durant l'été sur tel ou tel devis, j'ai du temps au mois d'août, je peux tout à fait préférer mes factures et qu'elles ne soient envoyées qu'au 1er septembre. À nouveau, l'idée ici, c'est d'être suffisamment modulable pour que le client puisse s'organiser et avoir un fonctionnement qui lui est propre. À partir de là, on a la main pour dupliquer le document, pour venir éditer un avoir une fois qu'il est validé ou devis vers facture. Voici pour la prise en main de la partie vente. Donc grâce à ces éléments-là, que ce soit un document créé sur iPadsat ou récupéré par les différentes intégrations que nous proposons ou même par API, ce qui est possible également, nous avons du coup toutes les factures de vente qui vont se déverser dans le module précompta pour être traitées. Elles vont être rejointes par les factures d'achat et l'objectif, c'est que ces factures soient également collectées en automatique. Ici, je vais vous présenter une boîte à outils au niveau de la collecte. Vous prenez dedans, ou en tout cas le client prend dedans, ce qui est le plus pertinent pour lui par rapport à son fonctionnement aujourd'hui, mais aussi par rapport au fonctionnement qu'il souhaiterait avoir demain. Première possibilité, le scanner d'une ou plusieurs boîtes mail d'ores et déjà existantes. C'est un outil qui est très puissant puisque ça évite de passer par une adresse de transfert, bien qu'on les rende disponibles également au besoin, mais bien de scanner la boîte mail qu'on utilise. Ça peut être une boîte mail de direction, ça peut être une boîte mail standardisée pour les achats, ça peut même être les 2 si les factures sont encore un peu réparties, il y a de toute façon un contrôle des doublons. Ici, l'outil apprend à détecter les pièces jointes, format PDF, à regarder dans l'intitulé du mail, dans l'intitulé de la pièce, s'il ne trouve pas un mot-clé lui indiquant qu'il s'agit bien d'un justificatif comptable, pour ainsi ignorer tout ce qui ne le concerne pas, que ce soit des conditions générales de vente, une grille tarifaire, des choses qui finalement n'ont pas grand intérêt à être traitées sur iPadsat, n'étant pas des justificatifs comptables. Nous avons toujours l'accès à cette récupération dans le sens qu'on peut venir préciser les, les remontées, du coup venir en forcer certaines avec un nouveau mot-clé que nous n'aurions pas identifié par exemple, ou dans une langue qu'on n'aurait pas encore identifiée. Ça peut être pour en bloquer certaines autres, parce que ce fournisseur en réalité, bon voilà, côté direction, j'ai mélangé, c'est du perso, il faut le laisser de côté. Ou nous, par défaut, nous n'allons pas dans le corps du mail. Néanmoins, les fournisseurs anglo-saxons ont tendance à mettre la pièce à cet endroit-là. Du coup, il est tout à fait possible, à défaut de lire le corps du mail, de venir convertir l'HTML en PDF pour qu'ils soient ensuite traités dans iPadsat. Cette collecte email rencontre ses limites puisqu'on ne peut pas intervenir dans la boîte mail pour des raisons de sécurité évidentes. On ne peut pas lire, déplacer un message, en envoyer. Mais on ne peut pas non plus dézipper un fichier ou cliquer dans le corps d'un mail. Ce serait tout à fait impossible et ça demanderait de sortir complètement de la manière dont est paramétré l'outil. Du coup, pour les fameux liens sur lesquels nous devons cliquer, il y a généralement un espace client derrière et du coup, il est plus facile pour nous de se connecter à l'espace client en question. Chez nous, ça s'appelle des collecteurs de services. Ils sont au nombre de 200. Nous les avons développés, nous les maintenons en interne. Et vous trouverez ici principalement des frais généraux, des abonnements où il y a peu de valeur ajoutée à aller les chercher manuellement. Deux éléments complémentaires, puisqu'une fois qu'on a la boîte mail et les collecteurs de services, on a en réalité le gros des flux dématérialisés qui est déjà sur iPadsat, qui est déjà traité par l'outil et qu'on n'a plus qu'à venir confirmer. Les deux intégrations supplémentaires, enfin les 2 canaux de collecte supplémentaires, une intégration Slack, plutôt pour un modèle startup lorsque les factures sont vraiment éclatées entre différents collaborateurs et qu'il ne serait pas forcément pertinent de synchroniser 5 ou 6 boîtes mail pour récupérer 2 factures à chaque fois. Mais aussi la possibilité ici de venir prendre en photo tout ce qui reste au format papier. Je me suis mis ici dans l'onglet notes de frais puisqu'effectivement cette application a cette double casquette, la possibilité de scanner des factures d'achat qu'on aurait trouvées qu'on aurait récupérées pardon, en format papier ou à partir d'une carte d'entreprise. Sachez qu'iPadsat en met également à disposition. L'intérêt de la carte iPadsat, c'est que lorsqu'on l'utilise, il y a une notification qui vient de l'application demandant: «Attention, on a besoin d'un justificatif pour cette dépense». S'il y a d'ores et déjà des cartes d'entreprise d'une autre banque, pas de difficulté. Simplement, il n'y aura pas de pop-up. Ça sera un peu plus, peut-être pas manuel, mais en tout cas, il y a un pli à prendre ici, un réflexe pour bien prendre en photo les documents et s'assurer qu'ils ne soient pas perdus, dégradés, complètement oubliés. Du coup, là-dessus, cela dépend des autorisations. On peut complètement demander à avoir uniquement de la note de frais, uniquement remonter des factures d'achat, de même pour les indemnités kilométriques. Ici, c'est paramétrable selon l'utilisateur. Cette application mobile est uniquement un canal
de collecte. Aujourd'hui, elle ne permet pas d'accéder à d'autres fonctionnalités d'iPadSat, et ce sont des choses qui seront amenées à évoluer. Voici pour aujourd'hui. Du coup, nous avons récupéré l'ensemble des documents ici qui se retrouvent dans mes factures et qui seront tous, indépendamment de leur statut ou de leur canal de remontée, conservés pour une durée de 10 ans, plus l'année en cours. C'est un engagement technique et juridique important de notre part et ça peut du coup soulager le client en termes de GED. Sachez qu'on peut également ajouter des factures manuelles, j'ai tendance à l'oublier un petit peu, mais s'il y a des choses en local sur l'ordinateur, on peut bien entendu venir les déposer ici. Toutes ces factures vont suivre peu ou prou le même chemin, le même cycle de vie pour être traitées, pour être comptabilisées. Première entrée, c'est à traiter. Ici, l'outil a eu une première lecture du document, une première interprétation. Il va venir la proposer à l'utilisateur. Les seules factures qui ne passent pas par ce module-là, celles qui sont passées en validation automatique, mais j'aurai l'occasion de l'évoquer un peu plus, mais également celles qui viennent du module de vente iPadSat, puisque du coup, elles ont été pré-saisies dans l'outil d'une certaine manière, puisqu'on a confirmé soit le paramétrage comptable au niveau du compte, au niveau du client ou au niveau de l'article. Du coup, on ne va pas demander de revalider un document qu'on a déjà validé dans iPadSat, il a d'ores et déjà ces informations. Lorsque ça vient d'un autre outil de vente, là, il y a quand même une interprétation. Cette interprétation, comment elle se construit? Deux mécaniques qui viennent se compléter. L'apprentissage qui est lié à la nomenclature du compte, le fait d'être capable pour l'outil de comprendre que derrière Bouygues Télécom, il y a toujours le même compte de tiers, il y a toujours le même compte d'achat, il y a toujours le même taux de TVA, mais il pourrait aussi y avoir la même date d'échéance, en jour si elle n'est pas affichée sur le document, la même méthode de paiement, la même catégorie de trésorerie, lorsqu'on a besoin d'avoir cette notion d'engagé, ou même le même axe analytique, puisque c'est quelque chose qu'on peut traiter sur la plateforme également. Du coup, c'est extrêmement stable dans le temps et surtout, ça dépend d'une entreprise à une autre. Il est très important qu'il y ait un cloisonnement fort ici au niveau de la nomenclature des comptes, puisque un achat de café ne sera pas traité de la même manière par un cabinet de conseil que par un restaurateur, que par un torréfacteur. À partir de là, cette mécanique vient être complétée par l'OCR, la reconnaissance des caractères sur le document, pour là récupérer les informations qui sont propres à cette pièce, la date, les montants, le numéro de la pièce, tous ces éléments qui ne peuvent être reconnus que sur cette pièce. Avec ces deux mécaniques ensemble, l'outil me propose de compléter ces champs-là. Je peux bien entendu venir ici le corriger, lui dire non, finalement ce n'est pas ça, le numéro de pièce, c'est celui-ci. Et il s'en servira, que ce soit d'ailleurs pour le CR ou pour la nomenclature du compte. Les deux mécaniques sont influencées par ce type de changement pour apprendre et mieux comprendre quels sont les éléments qu'on attend de sa part. Une fois qu'on est satisfait de cette interprétation, on peut valider la pièce et elle passera à l'étape suivante. Possibilité de raccourcir ou d'allonger cette validation. Ici, c'est une facture qui est très standard. Je peux tout à fait choisir de la passer en validation automatique. Ce qui veut dire que pour toutes les factures Bouygues Télécom, ou pour toutes les factures d'un montant inférieur à 100 €, ou pour toutes les factures qui sont liées à la catégorie comptable 626 ou à tel compte de note de frais parce que c'est la direction, il est tout à fait possible ici de les passer en validation automatique. Du coup, elles ne passeront plus par à traiter. On fait confiance à la machine et ça passera directement à l'étape suivante. La logique inverse peut s'appliquer s'il y a besoin de plusieurs validations, parce que les rapports avec ce fournisseur sont délicats, parce que nous avons moins confiance dans la capacité de paiement de ce client, parce qu'il s'agit d'une formation et que les montants sont importants. Ici, il y a un certain nombre de possibilités qui peuvent influencer les besoins en termes de circuit de validation. Du coup, ici, on peut avoir besoin de plusieurs valideurs. Toute action dans iPadSat est identifiée et horodatée, ce qui veut dire qu'on peut tout à fait valider cette pièce. Marion l'a validée ici le 16 juin à 10h, à 10h30, mais nous attendons la validation, d'Emma lorsqu'Emma l'aura fait, à nouveau la date et l'heure. Sachez d'ailleurs que ce circuit de validation fonctionne également pour la mise au paiement, puisqu'on est tout à fait capable d'avoir un compte de paiement sur iPadSat pour venir régler ses factures fournisseurs. Je le recommande volontiers lorsqu'il y a beaucoup de virements à faire. On peut passer par un export SEPA, mais la plateforme paiement ici ajoute du confort à l'utilisateur. Du coup, lorsqu'on a validé la pièce de manière automatique, manuellement ou plusieurs personnes, le document passant à associer ici
à une ligne de banque. L'outil va venir parcourir le relevé bancaire, qu'on vient récupérer en automatique également, pour me faire des suggestions et que je puisse ainsi rapprocher mon document et ma ligne. Ce qui veut dire que lorsque j'ai fini de traiter mes factures, en réalité, une grande partie est déjà entièrement traitée, validée, payée, donc comptabilisée et rapprochée en banque d'une pierre deux coups. Le gros du travail est donc fait et on retrouve ici tout l'historique donc validé et payé. Tout est accessible à tout moment et retéléchargeable bien entendu. À payer étant la mention que l'on applique sur la facture lorsqu'on doit passer ici par le dashboard de paiement. Une fois qu'on a fait ça, le gros du travail est fait, on va voir ce qui se passe du côté de la banque, ce qu'il pourrait éventuellement rester à faire. Ici, l'objectif, c'est que le relevé arrive au fur et à mesure et qu'IPZ soit de plus en plus proactif dans sa compréhension de, de ces relevés, de ces transactions. Pardon. Ici, son fonctionnement par défaut, ça va être de regarder les montants, de se dire j'ai un prélèvement, un débit de 25 euros, j'ai une facture d'achat d'un montant de 25 euros, est-ce que les deux n'iraient pas merveilleusement ensemble? C'est très pratique, ça permet d'élaguer énormément de pièces, notamment quand on vient récupérer un historique, mais ça peut atteindre ses limites. Du coup, ce qui va intéresser l'outil, c'est que la première fois que je lui ai validé que 25 et 25 allaient bien ensemble, il a en réalité tout le libellé de l'écriture bancaire et tout le traitement du document. Et du coup, il va m'interroger et me demander, est-ce qu'à chaque fois que j'ai tout ce détail-là dans la description côté banque, je dois m'attendre à avoir un document qui est traité de cette manière? Je lui dis oui, et il applique cette règle sur toute l'antériorité de mon relevé et sur tout l'avenir. Ce qui veut dire qu'à terme, et même à très moyen terme, très court terme plutôt, il est tout à fait capable de me dire attention, il y a tant de justificatifs manquants. Pour cette partie-là, il n'y a pas besoin de justificatif. On ne traite pas le social sur iPad par exemple. On peut, mais c'est moins confortable. Mais ça pourrait être pour les échéanciers qui ne sont pas considérés comme des pièces comptables, pour les frais bancaires qui ont rarement de facture, ou les bails, ou les emprunts, les baux d'ailleurs. Ici, toutes les transactions qui n'appellent pas à justificatif peuvent être traitées en automatique ou ignorées par la plateforme pour justement ne pas venir alourdir ces étapes de pointage qui peuvent être tout de même grandement automatisées. Et c'est ainsi qu'on interprète les lignes. La pastille verte ici indique qu'il est proactif, donc il sait exactement quoi en faire. Et du coup, il sera également plus fin dans sa recherche du document. Parce que plutôt que de chercher ici un document de 50 euros, il va chercher un document de mon fournisseur Alan avec une TVA de 20%, un montant de 50 euros, mais qui correspond également à la fourchette en termes de date d'échéance. Parce que s'il trouve une facture qui a une échéance à 60 jours, il ira chercher un petit peu plus loin dans le temps. Bref, il y a ce confort-là qui se met en place. Document rouge, document manquant. Document bleu, suggestion, puisqu'il nous fait des suggestions aussi bien côté banque que côté mes factures. On a une homothétie entre les deux onglets ici. Vert, ça veut dire que j'ai déjà fait l'association, notamment du côté de mes factures. Ici, j'ai également la main pour faire des associations plus complexes, s'il y a besoin ici d'ajouter plusieurs documents, parce que c'est un virement ou un chèque par exemple qui vient récupérer, englober et payer beaucoup plus de documents qu'un, ou une facture payée en plusieurs fois, où là en réalité c'est qu'une fraction de la facture. L'outil est tout à fait capable de comprendre les notions de partiellement justifié ou partiellement payé. La réconciliation est un peu plus manuelle, mais reste très libre, et surtout le champ de recherche est à nouveau très puissant, puisque ça nous permet de vraiment venir ressortir tous les justificatifs clés. Une fois qu'on a fait tout ça, on est bon pour la partie pré-compta. Deux éléments à venir confirmer avec le montrer et confirmer avec l'utilisateur final. La partie rapport, qui est là pour une première mise en forme de ces données, pour qu'il puisse ici avoir une visibilité à l'instant T de ce qui se passe dans sa compta, de pourquoi il a ses montants à tel ou tel endroit, d'avoir un premier suivi des paiements également, aussi bien côté fournisseur que côté client, pour éviter ce type de situation. Mais surtout, une fois qu'on a la partie rapport destinée à l'entreprise, la partie comptabilité destinée au cabinet, il est important à l'initialisation du compte qu'on se mette d'accord sur le plan comptable, mais également sur les exports, pour qu'ensuite nous puissions maintenir de bons rapports avec le cabinet, mais aussi qu'on parte sur la même base et qu'on parle le même langage. Sur la partie pré-compta, on a tout. On a fait un tour très complet. Du coup, je vous montre rapidement ici la partie trésor qui là fait un pas de côté par rapport à la pré-compta, puisque ici on va s'affranchir complètement du plan comptable, de tout besoin justificatif. Là, c'est vraiment ce qui aujourd'hui est souvent fait sous tableur Excel, ces pôles de dépenses, ces pôles de revenus, des choses qui font sens pour l'entreprise. On vient mettre en place
sa propre nomenclature, ses propres catégories, avec autant de sous-catégories que nécessaire pour rendre compte de la situation de l'entreprise, mais également pour rendre compte ensuite des stratégies qu'on met en place et de leur évolution dans le temps. Ces différentes catégories viennent s'appliquer sur les transactions ici, et l'objectif, c'est qu'on les catégorise une première fois, et ensuite le prévisionnel se met à jour tout seul, comme un grand. Du coup, il s'appuie principalement sur les transactions. Comme on l'a brièvement évoqué, il peut également s'appuyer sur les documents pour avoir une notion d'engagé. Si j'ai 15 000 euros, qui est une facture de 15 000 euros due à 60 jours, d'ici 2 mois, j'aurai de toute évidence un petit saut dans ma trésorerie. Ces catégories, ces transactions, ces documents, on retrouve l'ensemble ici dans le tableau détaillé, donc qui reprend toute la nomenclature, pour avoir une vue en rétroviseur de ce qui s'est passé, mais également pouvoir saisir des objectifs. Pardonnez-moi sur mon compte, aujourd'hui mes objectifs sont un peu étroits. Il me suffira ici de déplacer la date de départ pour du coup pouvoir reprendre la suite. Ici, l'idée ici, c'est d'avoir un suivi de ce qui est réalisé, de ce qui est engagé, et d'ailleurs ce qui est engagé peut malheureusement le rester, et là on aura des montants non perçus ou des montants non payés. L'objectif et du coup le delta entre ces différents éléments. On a toujours un suivi des transactions pour mieux comprendre ce qu'il se passe. Ces objectifs peuvent être saisis ponctuellement. Je sais que j'ai 20 000 euros qui vont sortir au mois d'août, de manière linéaire. À partir du mois d'août, j'ai un nouveau recrutement qui va me coûter tant par mois, ou de manière croissante. Et là, l'outil est capable tout à fait de nous faire des suggestions. Voilà, mais linéaire aussi, il nous fait une moyenne. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve, sur les pourcentages, puisqu'il est tout à fait capable de me dire: «J'ai observé 7 de croissance au niveau des ventes. Je vous propose que côté objectif, on parte de telle valeur de départ», qu'il nous suggère également, avec une croissance de 7. Ces différents objectifs viennent influencer mon scénario qui est juste ici, et on encourage vivement à avoir plusieurs scénarios. Je suis un petit peu binaire. Aujourd'hui, j'ai utilisé un optimiste et un pessimiste, mais on pourrait en avoir un troisième, un quatrième, qui correspond au lancement de tel produit, si c'est un succès ou un échec, à tel ou tel recrutement et aux influences que ça peut avoir. Bref, ici, l'objectif de ces scénarios, c'est de rendre compte d'une stratégie, de la mettre en place à un instant T et de pouvoir revenir sur l'outil Trésor à 1 mois, 2 mois, 3 mois, et de regarder mes petites barres ici qui me permettent de suivre ce qui a été réalisé réellement, et le data avec les créances, les dettes et les objectifs, de me dire de quel scénario je suis le plus proche, comment je dois adapter ma stratégie pour être dans une situation idéale. Sachez que l'intégralité de ces données est, comme tous les autres sur iPadZat, tout à fait téléchargeable. On se plaint beaucoup d'Excel, mais c'est qu'on peut avoir besoin de rendre compte de ces données sous un autre format que celui que je vous présente aujourd'hui, et du coup on y a accès facilement, notamment pour la trésorerie restante en fin de période et le suivi du cash flow. Voici du coup pour l'outil iPadZat. On a fait un bon tour ici des différentes fonctionnalités. Je vous invite volontiers à le tester et à me contacter si vous avez la moindre question, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.